Bienvenue à toutes et à tous. Voici les news du mois d'avril. Les comètes découvertes ce mois-ci. Pas de comètes visibles dans nos instruments, malgré quelques comètes à longue période. Hubble trouve la meilleure preuve pour un trou noir de taille moyenne insaisissable. Comme les détectives constituant soigneusement un dossier, les astronomes ont rassemblé des preuves et éliminé les suspects jusqu'à qu'ils trouvent les meilleures preuves à ce jour que la mort d'une étoile observée pour la première fois au rayon X puisse être retracée à un insaisissable trou noir de taille moyenne. Le résultat est une victoire tant attendue pour l'astronomie, car le chaînon manquant de taille moyenne dans la famille des trous noirs a jusqu'à présent contrecarré la détection. Le télescope Hubble a été utilisé pour donner suite à plusieurs observations au rayon X d'un événement suspecté de perturbation des marées. Cela est causé quand une étoile capricieuse vient trop près du puits de gravité d'un trou noir et est déchiquetée par ses forces de marée. La chaleur intense du cannibalisme stellaire trahit la présence du trou noir avec une explosion de rayons X. Hubble a résolu la région source de cette éruption de rayons X comme un amas d'étoiles à l'extérieur de la galaxie de la Voie lactée. De tels amas ont été considérés comme des endroits probables pour trouver un trou noir de masse intermédiaire. La découverte a éliminé la possibilité que les rayons X provenaient d'un autre type de source dans la Voie lactée. Un télescope de l'ESO observe une étoile effectuant une danse autour d'un trou noir supermassif, confirmant par là même les prévisions d'Einstein. Des observations effectuées au moyen du VLT ont pour la première fois révélé l'accord parfait entre le mouvement d'une étoile en orbite autour du trou noir supermassif siégeant au cœur de la Voie lactée et les prévisions de la théorie de la relativité générale d'Einstein. Son orbite présente l'aspect d'une rosette et non d'une ellipse comme le prédit la théorie de la gravitation de Newton. Ce résultat tant attendu a été permis par le gain constant en précision des mesures effectuées ces 30 dernières années. Il offre aux astronomes la possibilité de percer le mystère entourant ce monstre tapis au centre de notre Voie lactée. La théorie de la relativité générale d'Einstein prévoit que les orbites liées d'un objet autour d'un autre ne sont pas fermées, contrairement à ce que prédit la théorie de la gravitation newtonienne, mais précèdent vers l'avant dans le plan du mouvement. Ce fameux effet, observé pour la première fois dans l'orbite que décrit la planète Mercure autour du Soleil, constitua la toute première preuve de la validité de la théorie de la relativité générale. Une centaine d'années plus tard, nous venons de déceler la même caractéristique au sein du mouvement d'une étoile en orbite autour de la source radiocompacte Sagittarius A, située au centre de la Voie lactée. Ce résultat observationnel renforce l'idée selon laquelle Sagittarius A constitue un trou noir supermassif dont la masse avoisine les 40 millions de masses solaires. Situé à 26 000 années-lumière du Soleil, Sagittarius A et l'amas stellaire dense qui l'entoure offrent un laboratoire unique de test des lois de la physique dans des conditions de gravité extrême et inexplorées. L'une de ces étoiles baptisée S2 s'approche du trou noir supermassif à une distance inférieure à quelques 20 milliards de kilomètres, ce qui représente 120 fois la distance Terre-Soleil. Elle est à ce jour l'une des étoiles dont l'orbite la rapproche le plus de ce type de monstre céleste.
À distance minimale du trou noir, S2 se déplace à une vitesse avoisinant 3% de la vitesse de la lumière, complétant son orbite en 16 ans seulement. Après avoir suivi le déplacement de l'étoile sur son orbite durant plus de 25 ans, nos mesures précises ont mis en évidence la précession de Schwarzschild qui modifie la trajectoire de l'étoile S2 autour de Sagittarius A. Découverte de l'exoplanète la plus ressemblante à la Terre. Depuis 25 ans, plus de 4000 exoplanètes ont été découvertes et parfois des surprises restent cachées dans d'anciennes données. En réanalysant des observations du télescope Kepler, des chercheurs ont pu confirmer l'existence d'une planète que les systèmes d'analyse automatique avaient classée comme faux positif. Cette planète est d'autant plus intéressante qu'elle est de taille terrestre et dans la zone habitable de son étoile. Prudence cependant, elle est encore bien trop tôt pour affirmer qu'on a affaire à une véritable jumelle de la Terre. Le système où se trouve cette planète est Kepler 1649, situé à 300 années-lumière de la Terre dans la constellation du Cygne. L'étoile centrale est une naine rouge, sa masse est 20% celle du Soleil, son rayon 23% de celui-ci, et sa température est de 3000 degrés contre 5500 pour le Soleil. Avec une magnitude d'environ 16, elle est 10 000 fois trop faible pour être visible à l'œil nu. Le système était déjà connu. Kepler 1649b y fut trouvé il y a quelques années, décrite comme comparable à Vénus par sa taille, et le flux lumineux reçu de son étoile est de 2,2 contre 1,9 pour Vénus. Elle parcourt son orbite en 8,7 jours et fut repérée par Kepler grâce à ses transits. Les données du télescope spatial, dont la mission s'est achevée en 2018, d'abord analysées par un pipeline dédié, révélaient pour ce système Kepler 1649b et un autre signal. Cependant, ce dernier avait été classé comme faux positif, c'est-à-dire un signal produit par autre chose qu'une planète, par exemple la variation de luminosité de l'étoile. Cette nouvelle planète Kepler 1649c, de taille comparable à la Terre, est située à 12 millions de kilomètres de son étoile et parcourt son orbite en 19,5 jours. Son étoile haute étant petite et froide, Kepler 1649c reçoit environ 75% du flux lumineux reçu du Soleil par la Terre, la plaçant dans la zone habitable de son système, là où une planète rocheuse pourrait avoir de l'eau liquide. La plus violente tempête cosmique jamais observée. Il y a quelques semaines, le télescope Hubble avait pointé des quasars dont les vents, comparés à des tsunamis cosmiques, étaient capables d'affecter la matière à l'échelle d'une galaxie entière. Aujourd'hui, des chercheurs annoncent avoir mis la main sur un quasar à l'origine d'une tempête encore plus violente. Il est situé à quelques 10 milliards d'années-lumière de la Terre. Les astronomes l'appellent, je vous passe le nom parce que c'est imbuvable, et les chercheurs du National Optical Infrared Astronomy Research Laboratory viennent de l'identifier comme le quasar à l'origine du vent le plus énergique jamais observé. Ce dernier souffle dans sa galaxie haute à près de 13% de la vitesse de la lumière. Rappelons que les quasars sont des objets extraordinairement lumineux dont le nom renvoie à l'apparence quasi-stellaire de ce type de source radio. On les trouve au centre de galaxies massives. Ils sont constitués d'un trou noir supermassif autour d'un disque de gaz.
Leur luminosité peut éclipser celle de toutes les étoiles d'une galaxie et leur souffle peut être tellement puissant qu'il balaye littéralement la matière dont la galaxie se sert pour former des étoiles. Khéops démarre sa mission après avoir observé sa première exoplanète. Après 3 mois de tests démontrant qu'il fonctionnait mieux que prévu, Khéops, ce satellite de l'ESA, sera mis en service d'ici la fin du mois. Son principal objectif est d'observer seulement des étoiles de notre voisinage autour desquelles des planètes ont été détectées de façon à comprendre la diversité des exoplanètes. Il ne cherchera donc pas de nouvelles planètes, mais précisera leurs principales caractéristiques, voir si certaines réunissent des conditions propices au développement de la vie. Lancé en décembre 2019, le satellite Khéops s'apprête à débuter ses opérations scientifiques. Conçu pour comprendre la diversité des exoplanètes, leur nature et pour déterminer, entre autres, si elles réunissent des conditions propices au développement de la vie. Ce satellite a été mis progressivement en service depuis sa mise en orbite par Arianespace. Ses premières observations sont d'ores et déjà jugées prometteuses par l'équipe scientifique du projet. Si Corot, Kepler et TESS ont montré la diversité des exoplanètes, Khéops doit nous aider à les classer en famille et à donner des éléments concrets, à savoir leur masse et leurs rayons, pour bien comprendre justement cette diversité. Pour tester les performances du satellite, s'assurer et vérifier que le satellite est aussi précis et stable, l'équipe a observé une première étoile dont les propriétés sont bien connues et le comportement d'une grande stabilité et sans signe d'activité. Et s'est concentré sur une étoile baptisée HD 88111 située à 175 années-lumière dans la constellation de l'Hydre et connue pour n'héberger aucune exoplanète. Pour comprendre la difficulté de la tâche, le but est que si le télescope observe une étoile pendant plusieurs heures, tandis que le satellite se déplace le long de son orbite, l'image de l'étoile doit rester toujours dans le même groupe de pixels dans le détecteur. Plusieurs autres tests ont été réalisés, dont un qui a consisté à observer le système planétaire HD 93396, qui se situe à 320 années-lumière du nôtre, dans la constellation du Sextant. Ce système se compose d'une exoplanète géante baptisée Kelt 11b, découverte en 2016. Cette exoplanète tourne en 4,7 jours autour de son étoile, qui est légèrement plus froide et 3 fois plus grande que le Soleil. La courbe de lumière de cette étoile montre une nette baisse causée par le transit de 8 heures de Kelt 11b. À partir de ces données, les scientifiques ont déterminé très précisément le diamètre de la planète, 181 600 km avec une incertitude d'un peu moins 4300 km. Les mesures de Khéops sont 5 fois plus précises que celles effectuées depuis le sol, indique Willy Vance. La stabilité du satellite et sa charge utile sont donc meilleures que celles prévues et nécessaires pour remplir les objectifs scientifiques de la mission. Cela donne un avant-goût des résultats que nous pouvons espérer grâce à Khéops au cours des prochains mois et des prochaines années. SpaceX, le premier vol habité de Crew Dragon, aura lieu le 27 mai. Le 27 mai, la NASA va de nouveau lancer des astronautes américains à bord d'un lanceur américain depuis le sol américain.
9 ans après le retrait des navettes spatiales en juillet 2011, SpaceX relance les vols habités américains et devient la première société privée capable d'envoyer des hommes dans l'espace. À bord du Crew Dragon, les astronautes Robert Mencken et Douglas Hurley, qui ont tous les deux volé 2 fois à bord d'une navette. Le décollage est prévu le 27 mai à 16h32, heure locale, depuis le pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy, là même où partaient les missions Apollo du programme lunaire de la NASA. Cette vidéo vous montrera quelques images de la navette Crew Dragon. Launch trajectory countdown now. Pad is clear. Go for launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ignition, liftoff. Separation confirmed. MVAC ignition. Dragon, separation confirmed. Separation visually confirmed. Mains have been deployed. La comète Atlas se désintègre. La comète Atlas s'est manifestement désintégrée. Cette image prise le 12 avril révèle sans ambiguïté possible la présence d'au moins 4 fragments au sein de la chevelure. Découverte fin décembre 2019, la comète Atlas C 2019Y4, de son nom complet, avait rapidement gagné en éclat fin mars, faisant naître chez les astronomes de l'hémisphère nord l'espoir d'avoir enfin une belle comète pour fin avril, début mai. Mais maintenant que la comète se désintègre, elle perd rapidement de son éclat. La désintégration des comètes dans le voisinage du Soleil est un phénomène assez fréquent.
Il est d'ailleurs intéressant de noter que Atlas C2019Y4 se trouve sur une orbite similaire à celle de la grande comète de 1844, ce qui permet de penser que ces deux noyaux pourraient eux-mêmes être des fragments d'un noyau cométaire initial encore plus grand, mais indubitablement très fragile. Le moulin à vent des étoiles. Le vent des étoiles ne pourra jamais faire tourner les bras décharnés de ce vieux moulin, mais on se plairait à y croire en contemplant ce superbe paysage céleste. Il a été immortalisé depuis Carafia sur l'île de la Palma, dans l'archipel des Canaries. L'axe du vieux moulin, inutilisé depuis 1953, masque le pôle céleste nord, l'axe de rotation de notre planète projeté sur le ciel de l'hémisphère nord. Si on laisse longtemps ouvert l'obturateur d'un appareil photo solidement fixé à un trépied, on peut enregistrer le lent déplacement circulaire des étoiles, qui révèle en fait la rotation de notre planète. Ici, la technique retenue a consisté à enchaîner 39 pauses de 25 secondes, ces données brutes étant agrémentées de divers post-traitements numériques, permettant notamment de souligner la présence de l'étoile au bout de chaque traînée. Une journée de production aérosol. C'était le 23 août 2018, un jour comme un autre de production d'aérosol dans l'atmosphère terrestre. Produit en temps réel, le modèle Goddard d'observation terrestre, de calcul et de prévision repose sur une combinaison d'observations de la Terre par des satellites et de données recueillies au sol qui permet de déterminer la présence de tout type d'aérosol. Ces minuscules particules solides et de gouttelettes liquides qui circulent au-dessus de la planète. Ce modèle du 23 août montre des particules de carbone noires en rouge provenant des processus de combustion comme la fumée des incendies aux États-Unis et au Canada, qui se répand sur de vastes étendues en Amérique du Nord et en Afrique. Les aérosols de sel de mer sont en bleu, tourbillonnant au-dessus des typhons menaçants près de la Corée du Sud et du Japon, et de l'ouragan qui se profile près d'Hawaï. La poussière dans les teintes violettes souffle sur les déserts d'Afrique et d'Asie. L'emplacement des villes et des villages peut être trouvé à partir des concentrations de lumière basées sur les données d'images satellitaires de la Terre pendant la nuit. NGC 1672, galaxie barrée vue par Hubble. De nombreuses galaxies spirales présentent une barre en leur centre. Il est d'ailleurs probable que notre propre Voie lactée ait elle-même une discrète barre centrale, mais elle n'a certainement rien à voir avec la proéminente barre de la galaxie NGC 1672 visible ci-dessus. Cette image prise par le télescope Hubble nous en livre de spectaculaires détails. On y distingue des veines de poussière à l'aspect sombre, de sombres filaments, de jeunes amas de brillantes étoiles bleues et des nébuleuses par émission à l'éclat rouge caractéristique de l'hydrogène. Une longue et brillante barre d'étoiles se superposant au centre, et pour finir un brillant noyau actif qui héberge probablement un trou noir supermassif. La lumière met moins de 60 millions d'années pour nous parvenir de NGC 1672, qui mesure quelques 75 000 années-lumière de diamètre. NGC 1672, visible dans la constellation de la Dorade, fait actuellement l'objet d'études visant à découvrir de quelle façon la barre peut contribuer à la formation d'étoiles dans les régions centrales de la galaxie. Un chemin vers le nord. Que se passerait-il si vous marchiez inlassablement vers le nord? La direction ne changerait pas, elle serait toujours indiquée par l'étoile polaire.
autour de laquelle les autres semblent tourner lors de longues pauses photographiques comme celle-ci. Seulement la hauteur apparente de la polaire ne cesserait de monter dans le ciel, correspondant exactement à votre latitude. Lorsque vous arriveriez au pôle Nord, l'étoile se trouverait au zénith, juste au-dessus de vous, à 90 degrés d'angle par rapport à l'horizon. Cette image réalisée il y a une semaine dans le Land de Basse-Saxe en Allemagne a nécessité plus de 4 heures de prise de vue et pas mal de traitements. Notre planète a en réalité 2 pôles et on pourrait parfaitement réaliser la même expérience de pensée en la débutant sous l'équateur et en marchant vers le sud. 6 nuances de pollution lumineuse. Les cieux noirs disparaissent peu à peu. Avec la modernisation vient l'éclairage artificiel. Si l'éclairage public permet d'y voir la nuit, une grande partie de cette lumière ne sert qu'à éclairer le ciel. La pollution lumineuse gaspille non seulement de l'énergie, mais perturbe également la faune sauvage et la santé humaine et n'a qu'un faible impact sur la prévention de la délinquance. La pollution fait également du ciel noir une rareté pour les nouvelles générations. Si la situation est difficilement rattrapable dans les grandes villes, les zones rurales pourraient bénéficier de réverbères minimisant la quantité de lumière émise vers le ciel. Le montage ci-dessus est constitué d'images prises à différents endroits de Slovaquie, mais avec le même équipement à la même heure. Si le ciel est tout simplement invisible sur le ciel urbain à gauche, celui complètement à droite est magnifiquement sombre. Vous pouvez aider à protéger les merveilles célestes en faisant la promotion des éclairages respectueux du ciel nocturne auprès de votre municipalité. Le fleuve du temps. Cette œuvre photographique mêle le jour et la nuit d'un petit matin, non loin du début printemps, entre 4h30 et 7h du matin. Elle est composée de prises de vue réalisées depuis un point de vue surplombant la vallée du Rio Grande au Nouveau-Mexique. Sur les images du ciel de nuit, juste avant le début du crépuscule, la Voie lactée barre le coin supérieur droit de l'image. Sur la gauche, le soleil se lève sur les sommets lointains des monts Sangre de Cristo. Entre les deux, c'est la fameuse heure bleue qui assure la transition. La nébuleuse de la tête de cheval en infrarouge par Hubble. Tandis qu'il dérivait lentement dans le cosmos, un superbe nuage de poussière interstellaire fut peu à peu sculpté par les vents et les radiations des étoiles environnantes pour prendre une forme familière. Appelée de façon fort appropriée nébuleuse de la tête de cheval, cet animal fantastique gambade dans le vaste complexe de la nébuleuse d'Orion, M42. Difficile à distinguer dans un petit télescope, la nébuleuse de la tête de cheval a été récemment observée en infrarouge par le télescope Hubble, qui nous en a fourni cette image incroyablement détaillée, publiée à l'occasion du 23e anniversaire en orbite d'Hubble. Ce nuage moléculaire sombre, distant de quelques 1500 années-lumière, est aussi connu sous le nom de Barnard 33, et n'est visible que parce qu'il se détache sur le fond brillamment observé par un massive étoile Sigma Orionis. La nébuleuse de la tête de cheval verra sa forme lentement évoluer au cours des prochains millions d'années, pour finir par être totalement désintégrée sous l'action du rayonnement de haute énergie des étoiles. NGC 253 pour $1 en argent. NGC 253 est non seulement une des galaxies spirales les plus brillantes, c'est aussi une des plus chargées en poussière. Certains l'appellent la galaxie du dollar d'argent, du fait de son apparence dans de petits télescopes, ou bien encore simplement
la galaxie du Sculpteur, du fait de sa situation dans les limites de la constellation australe du même nom. Découverte en 1783 par l'astronome et mathématicienne Caroline Herschel, NGC 253 se trouve à quelques 10 millions d'années-lumière de la Terre. Mesurant environ 70 000 années-lumière de diamètre, NGC 253 est le membre le plus grand du groupe de galaxies du Sculpteur, le plus proche de notre groupe local de galaxies. Sur cette image, en plus des attributs classiques d'une galaxie spirale, on distingue des filaments de poussière qui semblent s'élever du disque galactique. La forte quantité de poussière s'accompagne d'un très fort taux de formation d'étoiles, ce qui vaut à NGC 253 l'appellation de galaxie à sursaut de formation d'étoiles. Elle est aussi connue pour être une forte source de rayons X et gamma de forte énergie, probablement due à des trous noirs supermassifs proches du centre de la galaxie. Triangle cosmique au Saskatchewan. Vers la fin du mois dernier, on a pu voir un croissant de lune sur la gauche et Vénus sur la droite se coucher sensiblement à la même heure. Avec un petit télescope, il était possible de voir que Vénus était en phase de quartier. Bien plus haut se trouvait alors l'amas des Pléiades. Si Vénus et la Lune se déplacent par rapport aux étoiles d'arrière-plan, ce n'est pas le cas des Pléiades, puisqu'elles sont elles-mêmes des étoiles situées à plusieurs centaines d'années-lumière. Début avril, Vénus était un peu remontée dans le ciel et est même passée directement devant les Pléiades. Un événement qui se produit qu'une fois tous les 8 ans. Cette image est un assemblage de photos prises en l'espace de 70 minutes près de l'Avonlea au Saskatchewan, Canada. Tout était prévu dans la position des astres, contrairement à celle de l'arbre, que le photographe, moins doué en botanique qu'en photographie, n'a pas su identifier. La nébuleuse de la poule qui court. Pour certains, elle évoque une poule géante courant dans le ciel. Pour d'autres, c'est juste une nébuleuse où naissent des étoiles. IC 2944, surnommée nébuleuse de la poule qui court, s'étend sur quelques 100 années-lumière et se trouve à environ 6000 années-lumière de nous, dans la constellation du Centaure. Cette image en fausse couleur a été obtenue récemment à l'issue de 11 heures de pause depuis un jardin de Melbourne, en Australie. 2 amas d'étoiles sont également visibles, celle de la Perle sur la gauche et Colander 249, mêlée au gaz de la nébuleuse. Difficile à discerner sur cette image, plusieurs nuages moléculaires sombres, aux formes distinctes, se trouvent au cœur de la nébuleuse. Un système de 6 planètes en résonance. Une équipe internationale d'astronomes, dont des chercheurs de l'Université de Genève, a découvert un système compact de 6 planètes autour de l'étoile HD 158-259. Observé par le spectrographe SOFIE situé à l'Observatoire de Haute-Provence, en France, HD 158-259 est une étoile de la constellation du Dragon, à la limite de la détection à l'œil nu. En analysant 300 mesures prises au cours de ces 7 dernières années, une équipe internationale a découvert que l'étoile 158-259 est entourée de 6 planètes, une super-Terre et 5 mini-Neptunes, dans une configuration orbitale exceptionnellement régulière. Le 17 juillet 2020 décollera la prochaine mission martienne de la NASA, mars 2020. À son bord, le rover Perseverance part chercher des traces de vie fossiles et identifier les échantillons qui pourront revenir vers la Terre
dans de futures missions. Sur Persévérance, la caméra Supercam est un couteau suisse de l'espace qui permet d'analyser le sol martien. Ce qu'on sait déjà de l'eau et des potentielles traces de vie sur Mars. Quand on regarde une image de Mars, on est frappé par la ressemblance avec la Terre. On y reconnaît facilement des restes de lacs, de rivières, de deltas. La Terre et Mars partagent un passé commun. Lors de leur formation dans le disque d'accrétion autour du Soleil, Mars et la Terre étaient des planètes magma qui se sont lentement refroidies jusqu'à permettre l'apparition d'eau liquide sur leur surface, sous forme de lacs et d'océans. Mais tandis que notre planète a su maintenir ses océans et permettre ainsi la prolifération de la vie, la planète Mars s'est asséchée pour devenir ce monde froid et sec qu'on observe aujourd'hui. Une divergence de destin qui date d'il y a environ 3 milliards d'années. Comme les plus anciennes traces de vie sur Terre remontent à environ 3,7 milliards d'années, période où les deux planètes n'avaient pas encore évolué de manière différenciée, on pense que des conditions favorables à l'apparition de la vie sur Mars ont existé. Hubble sonde la composition chimique de la comète extraterrestre. Les astronomes ont découvert plus de 4000 planètes qui orbitent autour d'étoiles en dehors de notre système solaire. Mais ils ont peu de détails sur la composition chimique des planètes et comment elles ont été assemblées à l'intérieur d'un disque tourbillon de roches et de glace entourant leur étoile. Les étoiles sont trop éloignées pour que nous puissions jamais leur rendre visite et voir de près la recette de fabrication de la planète. Maintenant, un échantillon d'un lointain système d'étoiles a atterri dans la cour arrière de notre système solaire. La comète Borisov, la première comète vagabonde à entrer dans notre système solaire, offre des indices chimiques sur la composition d'un objet né autour d'une autre étoile. Les comètes sont faites de gaz, de glace et de poussière qui font partie des blocs de construction d'une planète. L'abondance inhabituelle de monoxyde de carbone de Borisov, telle qu'elle a été glanée dans les observations spectroscopiques en ultraviolet de Hubble, est en grande partie différente des comètes appartenant à notre système solaire. Les chercheurs affirment que cette abondance indique que la comète provient d'un disque circumstellaire autour d'une classe d'étoiles appelée naine rouge froide. L'exoplanète disparaît apparemment dans les dernières observations de Hubble. Fomalhaut B peut se développer lentement à partir de l'écrasement qui a produit un nuage de poussière qui se dissipe dans l'espace. Que font les astronomes lorsqu'une planète qu'ils étudient semble soudainement disparaître de la vue? Dans la légende de galaxie Star Wars, vous savez, il y a longtemps et loin, très loin, la planète aurait pu être victime de l'étoile de la mort de l'Empire du Mal. Mais c'est assez improbable dans notre propre arrière-cour cosmique. La planète manquante en action a été vue pour la dernière fois en orbite autour de l'étoile Fomalhaut à seulement 25 années-lumière. En fait, Fomalhaut est si proche de nous qu'il s'agit de l'une des étoiles les plus brillantes du ciel dans la constellation du Poisson austral. Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Arizona pense en premier lieu qu'une planète adulte n'a jamais existé. Au lieu de cela, ils ont conclu que le télescope Hubble regardait un nuage en expansion de très fines particules de poussière de deux corps glacés qui se sont écrasés l'une contre l'autre. Hubble est arrivé trop tard pour assister à la présumée collision, mais a peut-être capturé ses conséquences. Cela s'est produit en 2008, lorsque les astronomes ont annoncé avec empressement que Hubble a pris sa première image d'une planète autour d'une autre étoile. L'objet d'aspect minuscule est apparu comme un point à côté d'un vaste anneau de débris glacés entourant Fomalhaut. Au cours des années suivantes, ils ont suivi la planète le long de sa trajectoire, mais au fil du temps, le point basé sur leur analyse des données de Hubble s'est affaibli jusqu'à ce qu'il disparaisse tout simplement de la vue. Disent les chercheurs,
alors qu'il parcourait les données d'archives de Hubble. Les familles d'astéroïdes de notre propre système solaire sont considérées comme des reliques fossiles de telles collisions qui se sont produites ici il y a des milliards d'années, dans la jeunesse turbulente du système solaire. Mais aucun cataclysme n'a jamais été vu se produire autour d'une autre étoile. Pourquoi, dans le cas de Fomalhaut, ces explosions devraient se produire une fois tous les 200 000 ans? Par conséquent, les astronomes de Hubble ont peut-être eu la chance de regarder au bon endroit au bon moment. Les observations de suivi seront probablement nécessaires pour tester cette surprenante conclusion. Hubble fait ses 30 ans dans l'espace avec une tapisserie de naissance flamboyante. Hubble présente un vaste monde cosmique sous-marin grouillant d'étoiles. Une image colorée ressemblant à une version cosmique d'un monde sous-marin regorgeant d'étoiles est publiée pour commémorer les 30 ans d'observation des merveilles de l'espace par le télescope Hubble. Dans le portrait de Hubble, la nébuleuse rouge géante NGC 2014 et sa petite voisine bleue NGC 2020 font partie d'une vaste région de formation d'étoiles dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie lactée située à 163 000 années-lumière. L'image est surnommée récif cosmique car NGC 2014 ressemble à une partie d'un récif de corail flottant dans une vaste mer d'étoiles. Certaines des étoiles de NGC 2014 sont des monstres. L'étincelante pièce maîtresse de la nébuleuse est un groupe d'étoiles brillantes et imposantes, chacune 10 à 20 fois plus massive que notre Soleil. La nébuleuse bleue, apparemment isolée en bas à gauche, a été créée par une gigantesque étoile solitaire 200 000 fois plus lumineuse que notre Soleil. Le gaz bleu a été éjecté par l'étoile à travers une série d'événements éruptifs au cours desquels elle a perdu une partie de son enveloppe extérieure de matière. L'œil de l'Atacama. Avez-vous jamais eu des étoiles dans les yeux? Cette mosaïque de 27 images a été prise en juillet dernier depuis le site de Ojos del Salar, les yeux du Salar dans le désert d'Atacama au Chili. Il s'agit en fait d'une doline engendrée par la remontée de la nappe phréatique. Ce cristallin est recouvert d'une cornée d'étoiles abondamment fournie par la Voie lactée. Jupiter et Saturne sont également présentes. Les lumières des petites agglomérations parsèment l'horizon. Cette région du désert d'Atacama ressemble plus à un paysage martien que terrestre. Edwin découvre l'univers. Quelle est la taille de l'univers? Parmi bien d'autres questions, c'est surtout celle qui fit au début du XXe siècle l'objet d'âpres débats entre deux astronomes maîtres de la discipline, Arlo Shapley et Herbert Doust Curtis. Un de ces débats est resté en particulier dans les mémoires et s'est déroulé au Muséum d'histoire naturelle de Washington il y a tout juste un siècle de cela. De nombreux astronomes pensaient alors que tout l'univers était rassemblé dans notre Voie lactée. Mais d'autres pensaient que notre galaxie n'était au contraire qu'un rassemblement d'étoiles parmi de nombreux autres. Lors du grand débat, chaque argument fut examiné, détaillé, mais aucun consensus ne put se dégager. La question fut définitivement tranchée 3 ans plus tard avec la détection d'une variation d'éclat d'un point dans ce qu'on appelait alors la grande nébuleuse d'Andromède, et telle qu'on peut la voir sur cette image de la plaque photographique originale de la découverte. Quand Edwin Hubble compara des images de la région, il se rendit compte que l'étoile en haut à droite de l'image n'était pas une nova, mais une céphéide, un type bien particulier d'étoile variable
dont la luminosité dépend de la période. Il barra alors le N pour le remplacer par un enthousiasme var. Grâce au travail de l'astronome d'Harvard, Henrietta Leavitt, on savait en effet depuis quelques années qu'il était possible d'utiliser les céphéides comme de précieux indicateurs de distance, leur luminosité intrinsèque dépendant de la période entre deux maximums d'intensité. Plus la période de l'étoile est longue, plus la luminosité est élevée en moyenne. Connaissant cette relation entre luminosité et période, il suffit de déterminer la distance d'une seule céphéide pour déduire celle de toutes les autres, par application de la loi de décroissance de l'intensité lumineuse en fonction de la distance. C'est ainsi que Hubble put montrer qu'Andromède, loin d'être un petit et proche amas d'étoiles au sein de notre galaxie, était en réalité une autre galaxie tout aussi vaste que la Voie lactée, mais considérablement éloignée. C'est de cette découverte cruciale d'Hubble que découle directement notre conception actuelle d'un univers peuplé d'innombrables galaxies. Comment découvrirons-nous la vie extraterrestre? Ce sera peut-être sur la surface glacée d'Encelade, une des lunes de Saturne. Une raison de penser qu'Encelade pourrait abriter la vie tient à ces longues formations marbrées, appelées rayures de tigre, dont on sait qu'elles servent d'exutoire à des particules de glace en provenance de l'intérieur d'Encelade. Ces failles de surface donnent en effet naissance à de minces nuages de particules de glace au niveau du pôle sud d'Encelade, lesquels viennent alimenter le mystérieux anneau E de Saturne. Les premiers indices ont été révélés par la sonde spatiale Cassini, restée en orbite autour de Saturne de 2004 à 2017, et qui a réalisé cette image d'Encelade lors d'un survol à basse altitude. Les rayures de tigre ont été accentuées en fausse couleur. Les raisons pour lesquelles Encelade est active restent un mystère, alors que la Lune voisine mi-masse d'une taille comparable semble parfaitement morte. Une récente analyse des grains de glace éjectés par Encelade a révélé la présence d'une chimie organique complexe au cœur de cette Lune. Ces molécules riches en carbone accréditent, sans l'approuver, l'hypothèse selon laquelle l'océan situé sous la surface d'Encelade pourrait abriter la vie. Autre lune du système solaire prometteuse en ce domaine, Europe, cette fois autour de Jupiter. Voici la bande-annonce du mois de mai. Le mardi 5, maximum des états aquarides, 60 météores à l'heure. Le jeudi 7, pleine lune. Le mardi 12, rapprochement Lune, Jupiter, Saturne, Pluton, à 5 degrés de... Le jeudi 14, dernier quartier. Le vendredi 15, conjonction Lune, Mars, à 2 degrés. Le vendredi 22, nouvelle Lune, conjonction Mercure, Vénus, à 0,5 degrés. Le dimanche 24, rapprochement Lune-Mercure, puis Lune-Vénus. Le samedi 30, premier quartier. Je vous remercie de m'avoir écouté et à une prochaine fois pour Sans doute au club. À bientôt.